Alors dans cette vidéo, on va voir quelque chose de très simple. On va voir ensemble les 9 étapes pour te sortir de la merde. Alors oui, je pense que tu l'as compris et je pense que c'est ton cas si tu regardes cette vidéo. Il y a certaines étapes qu'il faut passer pour se sortir de la merde, entre guillemets. Et ce que je veux dire par se sortir de la merde, c'est tout simplement réussir à gagner de l'argent par soi-même, de manière indépendante, sans forcément travailler pour quelqu'un. Et donc ça veut dire lancer un projet entrepreneurial. Ces 9 étapes qu'on va voir ensemble elles vont te permettre de comprendre quelle priorité il faut placer, à quel moment et à quel endroit pour réussir à créer quelque chose, c'est-à-dire un projet, une offre, un service qui va te permettre d'être payé et donc de gagner de l'argent par toi-même. Peut-être que tu as déjà lancé quelque chose, peut-être que tu as déjà un business qui tourne mais tu n'en es pas vraiment satisfait, tu n'arrives pas à atteindre le niveau de revenu que tu aimerais atteindre. Donc regarder cette vidéo ne te fera pas de mal parce qu'il y a peut-être une étape que tu as oubliée. Et si tu n'as jamais commencé ou jamais tenté de lancer un business, ou que tu es tenté mais que tu n'es pas du tout réussi, et ben cette vidéo est faite pour toi aussi puisqu'on va voir vraiment les étapes du début. Je pense que cette vidéo va être assez longue, assez technique, alors elle n'est pas extrêmement compliquée à comprendre mais elle est assez technique. Donc ce que je te propose c'est qu'on y aille. Let's go, je t'ai fait un petit tableau Miro pour qu'on puisse parler de tout ça. Du coup, les 9 étapes sont ici et on va les regarder ensemble. Les 9 étapes pour te sortir de la merde. Voilà. Étape numéro 1, change ton putain d'état d'esprit. Étape numéro 2, trouve ta voie. Étape numéro 3, trouve ta niche. Étape numéro 4, choisis tes services. Étape numéro 5, trouve ton positionnement. Étape numéro 6, crée tes offres. Étape numéro 7, prospecte. Étape numéro 8, tu le vois pas ici, mais crée du contenu. Étape numéro 9, vends. Donc voilà pour les 9 étapes avec les titres. On va les voir une par une maintenant. Et je vais t'expliquer pas mal de concepts, je vais t'expliquer pas mal de choses théoriques, mais aussi techniques. Donc n'hésite pas à prendre un carnet à noter ou à noter avec la manière avec laquelle tu as envie de noter. Ok, juste avant de commencer, je voulais te parler de quelques personnes que j'accompagne avec mon incubateur d'agence Le Charbon. Donc tu vois le logo juste ici qui commence. On en parlera plus tard à la fin de la vidéo, mais je voulais juste expliquer que ces 9 personnes-là ont suivi ces 9 personnes. Ces 3 personnes-là ont suivi ces 9 étapes puisque c'est moi-même qui les ai accompagnés avec mon incubateur et que ces 9 étapes, ce sont les étapes qui m'ont permis à moi-même aussi de monter mon entreprise, une agence de communication en l'occurrence, et d'arriver jusqu'à l'étape des 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc ces 3 personnes-là, je les ai personnellement accompagnées au sein du Charbon. Là, on a Florent et Hugo chez une agence qui s'appelle Cosmos qui fait à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On a Mathis qui fait à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec son agence Short. Et d'ailleurs, j'en ai fait une série sur mon YouTube perso, Clément Vanier, si jamais tu veux aller chercher, qui s'appelle Road to 100K, dans laquelle on détaille tout le chemin de Mathis et tout ce qu'on lui a appris, justement. Et on parle énormément de ces 9 étapes-là. Et puis un dernier, Cornel, qui a des revenus, tu l'as vu, beaucoup plus modestes, mais qui permettent de s'émanciper. On ne va pas se mentir, 5 000 euros par mois en étant indépendant, c'est pas donné à tout le monde. Qui, lui, a aussi suivi ces 9 étapes. Donc ils ont tous suivi le Charbon, dans lequel on apprend ces 9 étapes, et on en parlera plus tard à la fin de la vidéo. La première étape dont j'ai envie de te parler, c'est celle-ci. Change ton putain d'état d'esprit. T'as vu la photo que j'ai mis à gauche, c'est Conor McGregor, et je vais t'expliquer pourquoi j'ai mis cette photo de lui. C'est un grand partisan de la loi de l'attraction, donc tu verras énormément de vidéos, d'interviews de lui où il va expliquer qu'il a visualisé la vie de ses rêves, qu'il a visualisé ses titres de champion du monde à l'UFC, etc., avant même d'y arriver et des années en avance de ce qui lui est arrivé. Il a visualisé aussi sa richesse. Il y a une vidéo où il parle avec Cristiano Ronaldo, où il parle d'avoir un jet et il dit qu'un jour il en aura un, qu'il l'a visualisé, etc. Aujourd'hui, c'est un milliardaire. Je ne pense pas qu'il soit multimilliardaire, mais je pense qu'il a dépassé la barre du milliard, en tout cas en valorisation personnelle, puisqu'il a une marque d'alcool, etc. Donc, très très puissant. Et du coup, je t'ai mis une petite phrase en dessous qui dit « Tu deviens ce que tu penses. Alors arrête de penser que tu es pauvre ou que tu n'y arriveras pas. Tu dois te comporter comme si tu étais là où tu veux être. » Et ça, c'est une chose que très peu de personnes arrivent à faire, mais pourtant, toutes les personnes que je connais qui arrivent à faire ça et à changer un peu cet état d'esprit, elles réussissent. Et ça ne veut pas forcément dire réussir financièrement. Il y a plein d'amis à moi, parce que j'ai eu la chance de jouer au foot à haut niveau, qui ont visualisé leurs performances sportives et ces performances sportives se matérialisaient sur le terrain. Donc la visualisation, c'est hyper important et il va falloir que tu reprogrammes ton cerveau pour réussir à visualiser la vie dont tu as envie de vivre. Alors, la visualisation, c'est un des outils, tu l'as vu dans cette boîte à outils,
Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que certes, il va falloir que tu te poses. Moi, je te conseille quotidiennement, ferme les yeux tout simplement et visualise avec des petites phrases que tu vas écrire la personne que tu veux être, les actions que tu veux mettre en place. Donc ça, c'est la partie visualisation. Mais il y a aussi d'autres choses. Il va falloir que ton état d'esprit change, que tu mettes en place des habitudes. Ok ? Bon, il y a des habitudes que j'ai mis en place qui ont changé ma vie. Aller au sport tous les jours, c'est pas grand-chose. Hein. Je te dis pas de faire une douche froide, mais aller faire du sport tous les jours. Prendre du temps pour réfléchir sur ce que je suis en train de faire, donc prendre du recul, un peu sous forme de méditation. Tu n'es pas obligé de méditer, mais tu peux juste prendre du recul, te poser au moins 15-20 minutes par jour, au calme. Tu peux, par exemple, moi c'est tout con, hein, mais boire 3 litres d'eau par jour, 2 litres 5 d'eau par jour, c'est hyper important. L'hydratation joue énormément dans ta productivité, sur ta productivité. Bref, il va falloir que tu te crées des attitudes et ça passe par un changement, une reprogrammation de ton cerveau. Si jamais tu fais des choses qui sont mauvaises et que tu le sais actuellement, que c'est des mauvaises habitudes pour toi, il va falloir les identifier une par une et les changer. Ensuite, il y a un autre concept que j'aime beaucoup qui s'appelle Delayed Gratification. Donc c'est de l'anglais, ça veut dire en gros la reconnaissance, comment on pourrait dire ça, retardée, ok, ou la gratification retardée. C'est quand tu fais quelque chose et que tu te récompenses pas directement, mais plus tard. Par exemple, il y a plein de personnes qui vont à la salle de sport et qui se disent, bon allez c'est bon, j'ai fait un effort, j'ai dépensé de l'énergie, let's go, j'ai perdu du poids entre guillemets, enfin j'ai perdu des calories, j'ai dépensé des calories. Ça veut dire que je peux aller m'enclencher un burger au McDo, c'est pas grave, de toute façon j'ai fait ma séance de sport, je vais aller me récompenser. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'instant gratification, donc en gros, une récompense instantanée. Et il y a un point commun entre toutes les personnes qui ont réussi pour moi, et notamment les trois que je t'ai montré, enfin les quatre que je t'ai montré ici, et ce qui m'a énormément servi à moi, c'est cette capacité à faire des efforts, donc faire des efforts, faire des efforts, faire des efforts, et à accepter le fait que la récompense n'arrivera pas maintenant, ok ? Et les personnes qui comprennent ça, comprennent qu'en fait le business, comprennent que lancer des projets, comprennent que se lancer dans l'entrepreneuriat ou essayer de faire de l'argent par soi-même, ça passe par ça. Ça passe par faire énormément d'efforts sans en voir le bout et sans en voir les résultats de manière tangible, en tout cas au début. Donc l'art du delayed gratification, il faut que tu l'apprennes aussi. Le dernier concept dont j'ai envie de te parler, et après je vais te parler de 2 livres que je te recommande. Alors là, pareil, c'est un sujet, ce point numéro 1, change ton putain d'état d'esprit, pardon. Je pourrais en parler pendant 4 heures, mais il faut qu'on avance dans cette vidéo, donc je te donne simplement des petites briques d'éléments que tu compléteras par toi-même. Ce concept, c'est 1% meilleur chaque jour. Il vient du livre justement qui est ici, qui a été écrit par James Clear, qui s'appelle Atomic Habits, dans lequel il nous explique comment prendre des habitudes positives pour avancer dans sa vie. Et il y a un concept que j'aime beaucoup qui dit que si tu deviens meilleur 1% chaque jour sur un domaine, à la fin de l'année, tu seras quasiment 4 fois meilleur sur ce domaine. En fait, si tu fais 1% fois 365 jours de l'année, ça nous donne fois 3,5. Et donc, techniquement, si tu fais 1% d'amélioration par jour dans un domaine, tu deviens 3,65 fois meilleur sur ce domaine à la fin de l'année. Et ça se cumule année après année. Donc, c'est hyper puissant comme concept et ça vient un peu, entre guillemets, jouer dans la reprogrammation de ton cerveau en te disant, c'est comme la delayed gratification, les efforts, tu les ressens aujourd'hui parce que tu les fais, tu ne ressens pas forcément les récompenses, tu ressens pas forcément, tu en ressors pas quelque chose dès le départ, mais tu deviens meilleur petit à petit. Et ta récompense va arriver. Tu vas devenir un expert petit à petit, mais ça prend du temps. Et du coup, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux actuellement, on a l'impression que réussir, c'est hyper rapide, ça ne devrait pas prendre du temps, etc. Parce qu'on nous vend beaucoup le schéma Get Rich Quick, etc. Get Rich Quick, pardon. Donc c'est vrai que ça peut arriver, ça peut être le cas de devenir riche rapidement. Mais il faut que tu prennes ton temps, il faut que tu relativises, chacun va à sa vitesse. Donc si tu arrives à implémenter ces 4, entre guillemets, principes, si tu arrives à bien visualiser et à comprendre qu'il faut à un moment donné changer ton état d'esprit, et je suis pas là pour le faire, entre guillemets, je suis pas ton père, je suis pas ta mère, je vais pas pouvoir le faire à ta place, il y a énormément de ressources qui vont te permettre de te le faire. Commençons par ces 2 livres, et celui-ci, La puissance de votre subconscient, du docteur Joseph Murphy, que je te recommande énormément à lire. Faut que tu le fasses, faut que tu reprogrammes ton cerveau, faut que tu changes tout ça. Donc ça, c'est la première étape. Si t'es pas prêt à changer ce que t'es actuellement, au plus profond de ton cerveau, malheureusement, tu n'y arriveras pas. On passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est tout simplement trouver sa voie. Donc une fois que tu es prêt ou prête, une fois que ton cerveau est entre guillemets reprogrammé, que tu sais que ça va être dur, mais que tu sais qu'à un moment donné ça va payer, il va falloir que tu trouves ta voie. Parce que oui, qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas vendre ? Comment tu vas gagner de l'argent ? Tout le monde se pose cette question. Moi, j'ai une technique pour identifier
ce que tu vas faire, en tout cas au début, quand tu te lances et quand tu crées un business, c'est la technique de la zone de génie. Donc en fait, à gauche, la photo que tu as, ce n'est plus McGregor, c'est un auteur américain qui s'appelle, enfin c'est un entrepreneur / auteur américain qui s'appelle Gay Hendricks. Ok ? Et ce qu'il dit, c'est qu'il y a forcément un domaine où tu es plus fort que les autres. Si tu arrives à faire un lien entre la demande du marché et cet avantage concurrentiel, c'est le jackpot. Je vais revenir dessus, ne t'inquiète pas. Ça vient d'un livre qui est ici illustré avec cette image qui s'appelle The Big Leap, ou Le Grand Saut en français. C'est un livre qui a été écrit par Gay Hendricks, justement, dans lequel il dit ce que je viens de te lire. Je vais te le résumer, ensuite on va regarder le schéma ensemble. Ce qu'il faut comprendre dans les petites phrases que je viens de te lire, c'est que on a tous des domaines dans lesquels on est plus fort que les autres parce que, en fait, ça fait partie de notre zone de génie, de ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel ou de la zone de génie, on va la voir dans le schéma. Et si tu arrives à identifier les compétences et les connaissances qui sont dans ta zone de génie, c'est-à-dire les compétences là où tu es plus fort et les connaissances où tu connais mieux que les autres, et que tu capitalises là-dessus en remarquant qu'il y a des manquements dans le marché, il y a des problèmes à résoudre grâce à ces connaissances et grâce à ces compétences, que tu arrives à faire le lien entre les deux, c'est le jackpot. Pourquoi ? Parce que tu vas être meilleur que les autres dans un domaine où il y a besoin d'aide. Et donc tu vas pouvoir aller vendre quelque chose, des services, des produits, à des gens qui ont un besoin, et sachant que ce que tu vas vendre, tu le connais. Pourquoi ? Parce que c'est dans ta zone de génie, tu es meilleur que les autres là-dedans. Du coup, il nous le fait sous forme de schéma, et tu vas voir qu'en fait, il y a 4 zones dans le livre qu'il décrit, et on commence par cette zone-là, incompétence. Pour rappel, plus tu es haut ici, meilleure ton utilisation de ton temps est. Donc ça veut dire que si tu es ici, ça veut dire que les compétences, les connaissances qui sont ici, eh ben, c'est une très bonne utilisation de ton temps que tu fais lorsque tu les utilises, en gros. Et plus tu es ici, tu vois ici talent, meilleure utilisation du talent, plus c'est intéressant pour toi d'utiliser ta zone de génie, enfin d'utiliser les compétences, pardon, parce qu'ils sont plus proches de ta zone de génie, forcément, l'utilisation de ton talent est plus élevée ici aussi. Donc tu vois ici, zone d'incompétence, tu as une mauvaise utilisation du temps, une mauvaise utilisation de ton talent, bah, tout ça c'est les tâches et les connaissances que les autres font mieux que toi, sur lesquelles tu n'as pas vraiment d'intérêt. Ensuite, tu as la zone de compétence qui est un peu mieux, tu vois, il y a les flèches ici sur le schéma, qui est un peu mieux, qui utilise un peu ton talent, donc tu es assez bon là-dedans, tu connais. Mais il y a des gens qui ont franchement les mêmes connaissances que toi, les mêmes compétences que toi. Donc t'es pas plus fort que d'autres. Par exemple, moi, j'aime bien l'automobile, j'estime être plutôt bon et connaître pas mal de trucs dans l'automobile, mais il y a des gens qui savent bien plus que moi, et il y a énormément de gens qui savent autant que moi. Donc ça ferait partie de ma zone de compétence, par exemple, le secteur de l'automobile. Ensuite, la zone de l'excellence. Zone d'excellence, c'est les choses que tu fais extrêmement bien, qui te permettrait potentiellement de monter un business, etc., vu que tu les fais mieux que les autres, mais c'est pas encore le truc que tu fais le mieux, c'est pas là où tu excelles. Ok, je te donne un exemple. Pour moi, ce serait le sport en général. Tu vois, je suis plutôt bon en sport, meilleur que la majorité de la population, entre guillemets, mais je ne suis pas non plus une brute dans un certain sport. Par exemple, en course à pied, je suis pas une brute. Et par contre, la zone de génie, ici, c'est là où, bah, en gros, il y a tes dons, là où il y a la meilleure utilisation de ton talent et la meilleure utilisation de ton temps. Donc ça va être des connaissances, des secteurs de connaissances ou des compétences sur lesquelles tu es bien meilleur que d'autres. Tu vois, par exemple, moi, j'ai joué au foot à haut niveau pendant très longtemps. Alors, c'est pas le sport, attention, je différencie bien le sport et le foot, c'est pour ça que je te dis ça. Le jeu foot, ça va faire partie de ma zone de génie. Je connais tout sur le foot et j'ai joué à très haut niveau, donc techniquement, j'ai un peu un talent supérieur aux autres au foot, en tout cas, tu vois. Ça va être aussi la création de contenu, par exemple. Ça fait partie de ma zone de génie. Pourquoi ? Parce que je maîtrise extrêmement bien la création de contenu et j'estime que j'ai pas mal réussi dans ce domaine, donc, entre guillemets, que je suis meilleur que les autres. Voilà, je te donne 2 exemples comme ça, mais toi, tu as forcément des compétences sur lesquelles tu peux jouer, que tu vas devoir identifier. Et la gymnastique mentale qu'il y a à faire, c'est être capable, en fait, d'identifier toutes les compétences et toutes les connaissances qui sont dans ta zone de génie. Et si tu arrives à faire ça, et ensuite, on va voir avec le point numéro 3, tu vas pouvoir vendre un service, et je te conseille de vendre un service au départ, ce sera bien plus facile qu'un produit, qui est basé en fait sur les compétences et les connaissances de cette zone de génie. Tu vois, moi j'ai accompagné énormément de personnes, je t'ai montré avant les personnes, enfin certaines des personnes qu'on avait accompagnées avec le charbon,
Et à chaque fois, on commence par là. On commence en fait par identifier les compétences et les connaissances qui sont dans les zones de génie, enfin dans la zone de génie de nos apprenants, et on leur demande de partir de là. Et il y en a plein de différents. Il y a des gens qui sont, par exemple, ingénieurs dans l'agroalimentaire, donc après, ils vont vendre un service qui est dans ce secteur-là, on va le voir après. On a d'autres personnes qui sont dans le sport, par exemple, je reprends l'exemple du sport, et donc leur zone de génie, ça va être tout ce qui va être autour du sport, et peut-être un sport en particulier. Je parlais de l'automobile, il y a des gens, ils sont extrêmement fans de l'automobile dans nos apprenants, et ben ils sont partis là-dessus, parce qu'ils savent qu'ils ont une zone de génie avec des compétences et des connaissances dans l'automobile. Bref, toi, tu as forcément quelque chose que tu fais mieux que les autres et que tu connais beaucoup mieux que les autres. Ça fait partie de ta zone de génie. Il faut te poser, l'identifier et capitaliser là-dessus. Exactement comme le dit le fameux Gay Hendricks juste ici. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on va le voir après dans le point numéro 3, tu vas mettre côte à côte les connaissances et les compétences que tu as identifiées comme étant dans ta zone de génie juste ici, aux besoins du marché et à la demande du marché pour pouvoir créer un pont entre les deux et vendre tes services que tu maîtrises parfaitement sur un secteur que tu connais parfaitement, qui est dans ta zone de génie, à un marché qui a des besoins qui correspondent. Voilà, aussi simple que ça. Point numéro 3, du coup, on va le voir ensemble. C'est ce que j'ai appelé trouver ta niche. Tu m'excuseras, je vais boire 2 secondes. Voilà, je m'excuse, mais je parle beaucoup, donc il faut que je boive. Trouver ta niche, à quoi ça correspond? Déjà, dans un premier temps, il faut que je t'explique ce qu'est une niche. Une niche, ça va être justement un secteur d'activité, une industrie, un segment de marché que tu vas aller attaquer. Et c'est pour ça, je te parlais, identifier ta zone de génie dans un premier temps, ensuite identifier la niche, donc le secteur d'activité que tu vas essayer d'aller attaquer avec les services que tu vas proposer. C'est ça une niche. Ok, il va falloir que tu l'identifies et que tu l'identifies pour pouvoir lui proposer, comme je te disais, des services qui correspondent à ta zone de génie. Comment tu vas faire? Je t'ai mis plusieurs étapes. Je t'ai mis 4 étapes. Alors tu verras, mon schéma, il n'est pas super bien fait, mais je t'ai mis les 4 étapes. L'étape numéro 1, ça va être de trouver l'idée. Donc en fait, une fois que tu as identifié ta zone de génie ici, il va falloir que tu ailles chercher des informations sur les secteurs d'activité qui y correspondent. Je reprends l'exemple de l'automobile. Je vais utiliser ces outils-là pour trouver l'idée, étape numéro 1. Answer de public, c'est un super outil en fait qui référence toutes les demandes toutes les recherches les plus tapées sur Google sur un sujet. Donc, je vais taper dans Answer de public automobile et je vais regarder. Je vais aller sur Quora, c'est un forum où les gens parlent, blog, on va aller chercher des informations en tapant les mots-clés automobile. Je vais rejoindre des groupes sur Quora, etc. d'automobile pour voir les questions les plus posées, les demandes les plus courantes. Je vais aller sur Google Trends, pareil, qui référence les demandes les plus recherchées sur Google. Je vais demander à ChatGPT. Aujourd'hui, ChatGPT, on a la chance d'avoir cet outil, autant lui demander. Et je vais aller regarder sur LinkedIn, qui appartient plus au monde professionnel, qu'est-ce que recherchent les professionnels dans ce secteur-là, quelles sont leurs problématiques, à quoi est-ce que je pourrais répondre comme besoin. Tu vois ? Ça, c'est la partie trouver l'idée. Et si tu fais une bonne recherche, tu vas identifier certaines problématiques qui reviennent, qui sont récurrentes à chaque fois. Et peut-être qu'avec tes connaissances et tes compétences, tu vas pouvoir te mettre entre les deux et vendre du savoir ou vendre un service qui va résoudre ces problèmes-là qu'a ton marché, ta niche. L'étape numéro 2, ça va être de valider ton avantage concurrentiel. Quand je dis avantage concurrentiel, c'est exactement la même chose que zone de génie. Donc, je te l'ai mis ici, zone de génie. Hop, compétences nécessaires. C'est simple, tu as identifié les problématiques qui étaient présentes dans ta niche. Admettons, dans l'automobile, je sais pas, les garages, ils n'arrivent pas à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Ils n'arrivent pas à bien s'exprimer sur les réseaux sociaux, les garages automobiles. Tu as identifié cette problématique-là. Là, maintenant, pour valider ton avantage concurrentiel, tu vas prendre les compétences qui sont dans ta zone de génie. Donc, par exemple, tu es hyper doué avec les réseaux sociaux, tu adores utiliser ton téléphone, faire des vidéos, tu crées du contenu, tu adores, etc. Tu connais par cœur tout le secteur automobile, que ce soit les voitures comme les motos. Donc, tu es en capacité d'accompagner ces entreprises-là, ces garages-là, qui ont une problématique que tu as validée avec la recherche de ton idée et tous ces outils-là, versus des compétences qui sont dans ta zone de génie, création de contenu, réseaux sociaux et connaissance du marché. Hop, tu vois que ça s'aligne, tu les mets côte à côte, et là, tu te dis, ok, là, j'ai des compétences qui sont dans ma zone de génie, qui font partie de mon avantage concurrentiel, mais qui aussi répondent à des besoins que j'ai remarqués sur le marché. Boum, là t'es bien parti, jackpot, comme te le disais juste ici. Gay Hendricks, si tu arrives à faire un lien entre la demande du marché et cet avantage concurrentiel, c'est le jackpot. Voilà. Deuxième étape. Troisième étape, on va pas s'exciter quand même, on a trouvé quelque chose, on a trouvé un besoin auquel on peut répondre.
Mais on va valider certaines autres choses. On va valider la capacité des acteurs dans cette niche. Dans la niche, il faut absolument que les acteurs que tu vas attaquer aient la capacité de te payer. Parce que si tu veux proposer des services, il faut que tu proposes des services à des entreprises ou à des personnes qui ont les moyens de te payer. Sinon, tu as beau avoir les meilleurs services du monde et résoudre les problèmes les plus douloureux du monde, tu ne pourras pas être payé parce qu'ils n'auront pas de quoi te payer. Donc tu ne pourras pas vendre. Pour ça, c'est simple, tu vas faire des recherches sur leur chiffre d'affaires, donc il y a énormément de ressources disponibles, société.com, plein de banques de données en fait sur les entreprises et sur leur chiffre d'affaires. Et si les entreprises dans le secteur ne font pas 100 000 euros de chiffre d'affaires minimum par an, eh ben, tu peux considérer cette problématique et cette niche comme avortée. Voilà, ça sert à rien de chercher, ça sert à rien d'aller leur vendre, parce que s'il y a que des tout petits acteurs qui n'ont pas les moyens de te financer et de te payer, tu ne pourras pas vendre. Et la dernière étape, ça va être valider l'océan bleu. Alors, dans le business, je ne sais pas si tu connais ce concept, mais il y a ce qu'on appelle l'océan rouge et l'océan bleu. L'océan bleu, ça va être une zone, donc un marché, dans lequel il y a très peu de concurrence. Donc là, on a le marché de, par exemple, des garages automobiles, par exemple, et des services sur les réseaux sociaux. Ok ? Est-ce que c'est concurrentiel ou pas ? Ça, pareil, on va faire des recherches un peu avec les mêmes outils. On va regarder s'il y a des personnes qui accompagnent les garages automobiles sur les réseaux sociaux, qui sont spécialisés dedans, etc. S'il n'y en a pas, ça veut dire qu'on est dans un océan bleu. Par contre, s'il y en a, et s'il y a énormément de personnes qui accompagnent déjà les garages automobiles sur les réseaux sociaux, qui proposent de les accompagner, et ben là, on est dans un océan rouge, donc ça va être compliqué de faire sa place. Il y a énormément de concurrence. Tu vas battre les concurrents. Il va falloir battre les concurrents, ce qui va être compliqué. Donc, il faut vraiment que tu valides la capacité des acteurs, plus de 100 000 euros par mois, et valider ton océan bleu. Regardez s'il n'y a pas trop de concurrence. S'il y a trop de concurrence, c'est red flag. Il faut passer à une autre idée, identifier une autre problématique et repasser à l'étape numéro 1. Étape numéro 4, choisir tes services. On a déjà parlé un peu des services, mais là, je vais t'expliquer de manière concrète comment tu vas choisir tes services. Pour rappel, maintenant, tu as changé ton putain d'état d'esprit, tu as identifié ta zone de génie, les compétences qui en font partie, là où tu es meilleur que les autres, donc là où tu vas faire ton trou. En étape numéro 3, tu as identifié le secteur d'activité, le segment de marché, la niche, tu l'appelles comme tu veux, que tu vas attaquer, et tu l'as validé avec ces 4 étapes. Maintenant, il va falloir que tu regardes ce que tu vas pouvoir leur proposer. Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur vendre ? Comment est-ce que tu vas pouvoir les aider ? Ça, c'est ce qu'on appelle choisir ses services. L'étape numéro 1, ça va être de chercher un manque à combler. Je vais reprendre mon exemple un peu tram depuis tout à l'heure qui est l'automobile. Tu as identifié les garages automobiles comme une très bonne niche. Les garages automobiles, ils font plus de 100 000 euros par an. Voilà, ils ont des problématiques, etc. Donc, tu vas chercher un manque à combler. Le manque à combler dont je t'ai déjà un peu parlé, ça va être leur présence sur les réseaux sociaux. En fait, ils n'utilisent pas du tout les réseaux sociaux, ils ne sont pas du tout dans le digital, ils ne sont pas du tout connectés, généralement les acteurs dans ce domaine. Ça, c'est ce que tu as identifié avec tes recherches. Et donc, c'est un manquement. Tu vas identifier un manque à combler que tu vas pouvoir combler potentiellement. Là, en l'occurrence, pour notre exemple, ça sera la présence sur les réseaux sociaux. Ok ? Tu as identifié ce manque-là, tu as passé l'étape 1. Mais tu peux le faire avec n'importe quel secteur d'activité, n'importe quelle niche. Il faut que tu refasses ces exercices un par un. Forcément, ça va changer pour toi. Moi, c'est juste un exemple. L'étape numéro 2, ça va être de valider la demande. Donc, un peu sur le même principe que valider la capacité des acteurs. Là, tu vas valider le besoin de ces acteurs pour pouvoir valider le service que tu vas leur proposer. Tu pars toujours du 1, manque à combler, pas de présence sur les réseaux sociaux. Validons la demande. Regarde sur LinkedIn, va parler avec les acteurs du marché. Donc, envoie-leur des messages LinkedIn. Voilà, est-ce que vous aimeriez vous lancer sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous pensez que c'est un besoin ? Va trouver les informations. SEMrush aussi, qui est un super outil pour regarder toutes les requêtes Google, etc. Google Trends, pareil. Mais le mieux, ça reste quand même de prendre son téléphone, d'appeler, de poser des questions, d'envoyer des mails et de communiquer sur LinkedIn avec les acteurs du marché. Là, en l'occurrence, pour notre exemple, ça serait les garages automobiles, pour leur demander s'ils ont besoin ou pas d'accompagnement sur les réseaux sociaux et si ce serait quelque chose qui les intéresserait. Sans leur vendre, juste en leur demander. C'est l'étape numéro 2, valider la demande. Et en étape numéro 3, valider la délivrabilité. Moi, j'ai une technique infaillible pour valider la capacité que toi, tu auras à délivrer le service. Parce que oui, là, tu as trouvé un manque à combler. Pas de communication sur les réseaux sociaux. Tu as validé la demande. Tu as discuté avec 5-6 garages et ils t'ont tous dit qu'ils aimeraient bien y aller, mais ils n'arrivent pas ou alors ils n'ont pas le temps. Numéro 3, il faut que tu valides le fait que toi, tu sois en capacité de livrer le service, donc de leur rendre service pour être payé, et que ça soit bien fait. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur les plateformes de freelance comme Malt, Fiverr, ComeUp, et il y en a plein d'autres. Sur ces plateformes, tu vas retrouver en fait tous les freelances qui sont inscrits dans des domaines
extrêmement divers et variés. Il y a de tout et n'importe quoi sur ces plateformes-là. Et si le service que tu veux proposer et que tu as identifié ici dans la période, dans la validation du manque à combler, est délivré par des freelances. Si oui, ça veut dire que tu seras en capacité de délivrer ce service parce que même si toi, tu n'es pas vraiment capable de le faire, tu pourras payer et sous-traiter des freelances pour le faire. Donc le meilleur indicateur, c'est d'aller sur ces sites-là et de taper dans notre exemple encore une fois, mais il faut que tu le fasses pour toi, pour ton exemple et pour ton cas. Gestion de réseaux sociaux, garage par exemple, ou gestion de réseaux sociaux. Là, on sait très bien que ça existe, qu'il y a énormément de freelances qui gèrent les réseaux sociaux. Donc on sait qu'on va être en capacité de délivrer la gestion des réseaux sociaux pour les garages automobiles. On sait que c'est un manque à combler et on sait qu'il y a de la demande. Donc là, let's go, c'est un super service. On a trouvé le service qu'on allait délivrer à notre clientèle cible, à notre niche. Aussi simple que ça. Bien évidemment, tout ça est simplifié. Il y a plein d'étapes entre et des sous-étapes. Mais je pense que les 3 grosses étapes, tu les as comprises. Et ensuite, dernier point, quand même, sur la sélection du service, ça va être comment délivrer le service, justement. Comment prendre des décisions sur la délivrabilité du service. Je t'ai fait un petit schéma ici qui est très explicatif. Tu dois te poser ces questions-là et en fonction de ta réponse, tu mets en place des actions. Là, on va repartir sur les gestions de réseaux sociaux pour les garages automobiles. Existe-t-il un service que tu sais déjà fournir toi-même ? Donc en gros, est-ce que tu sais déjà animer des réseaux sociaux ? Est-ce que tu sais déjà utiliser des réseaux sociaux, créer du contenu sur les réseaux sociaux ? Sinon, il faut que tu cherches un autre service, en gros, donc un service qui est déjà basé sur le résultat. Tu cherches un autre service. Si oui, est-ce qu'il s'agit d'un service basé sur les résultats, axé sur les revenus ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu t'es posé la question de est-ce que j'étais en capacité de délivrer le service ? Est-ce que ce service il va rapporter directement de l'argent à mon client ? Là, la gestion des réseaux sociaux pour un garage automobile, techniquement, elle va rapporter de l'argent directement pour les garages puisqu'elle va amener de la visibilité et donc amener des potentiels nouveaux clients pour le garage. Donc là, on répond oui, mais on aurait très bien pu répondre non. Si on répond non, tu peux le vendre quand même, tu peux vendre ce service quand même et commencer à apprendre un autre service puisque il va te falloir un autre service pour combler le fait que ton service n'apporte pas de résultats financiers directs à ton client. En l'occurrence, nous, ça apporte des résultats financiers. Du coup, tu t'en tiens à ce service et tu mets les bouchées doubles. Ça te permet de valider en fait si le service que tu as remarqué ici et le service que tu as décidé de choisir en faisant ces 3 étapes-là était un service qui allait pouvoir te permettre de gagner beaucoup plus d'argent sur la longue durée. Donc voilà pour ce petit checkpoint que tu n'es pas obligé d'utiliser, mais je trouvais le schéma sympa et qui pourrait être utilisé dans plein de cas différents. Étape numéro 5, trouve ton positionnement. Alors là, on vient de trouver les services que tu allais vendre. D'accord ? Maintenant, comment vas-tu te positionner dans l'espace stratégique que représente le service que tu as choisi, plus la niche, plus la zone de génie, c'est-à-dire, entre guillemets, tu es en train de constituer une petite offre, quelque chose qui commence à ressembler à quelque chose. Tu commences à comprendre ce que tu vas pouvoir vendre à un certain type de personnes pour gagner de l'argent. Donc maintenant, il va falloir te positionner en fait dans l'espace stratégique de toute la concurrence pour pouvoir tirer ton épingle du jeu et être différent, se différencier pour pouvoir vendre. Parce que tu l'imagines bien, là, on va reprendre encore une fois mon exemple. Prends le tien, prends ton cas, bien sûr. L'automobile, gestion des réseaux sociaux sur les moyens, je vais y arriver. Gestion des réseaux sociaux sur l'automobile. Sur le secteur de l'automobile, il y en a plein. Il y a plein d'entreprises qui vont proposer la gestion réseaux sociaux. Comment vas-tu te positionner pour aller atteindre tes nouvelles cibles et pour les séduire et pour leur vendre ? Je t'ai mis 3 points. Ces 3 points, ils correspondent à 3 stratégies de positionnement qu'on peut utiliser et qui permettent en fait de se différencier des autres. Ok ? C'est des stratégies qui sont très bien connues du marketing, que ce soit quand tu vends un service ou quand tu vends un produit. C'est des stratégies qui sont même utilisées par les marques de luxe, ou par Apple, par des marques qu'on connaît tous, même par les restaurants en bas de ta rue. Numéro 1, ça va être la stratégie de pénétration, ce qu'on appelle la stratégie de pénétration de marché. Donc là, ça va être le fait de se positionner très bas pour avoir des prix très bas et donc pénétrer le marché. Je vais, à chaque fois que je t'explique chacun des points, je vais aller sur ce petit graphe qui va t'expliquer. La stratégie de pénétration, c'est une stratégie avec des prix très bas. Mais c'est aussi une stratégie où, en fait, tu vas être ici. Ok ? Tu vas être dans ce carré-là. Ce carré-là, il correspond à quoi ? Tu l'as vu ici, c'est une échelle qui est très simple. Moins, plus, moins. Plus tu vas vers la droite, plus l'expertise est élevée.
plus tu vas vers le haut, plus la valeur perçue est élevée. Ok ? Une marque comme Apple, elle serait ici. Très grosse expertise, très grosse valeur perçue. C'est-à-dire que les gens adorent Apple et Apple sont des experts de leur domaine. Ok ? Une marque comme Samsung serait ici, par exemple. Valeur perçue un peu moins forte, expertise tout aussi forte que Apple. Huawei, ok, expertise un peu moins bonne et valeur perçue beaucoup moins bonne. Ok, valeur perçue, les gens Huawei, ils pensent que c'est de la merde et pourtant ils sont plutôt bons en expertise. Ils sont pas comme Apple ni Samsung, mais ils sont plutôt bons. Ok, voilà à quoi ça sert. La stratégie de pénétration, tu vas évoluer dans cette case-là. Donc tu vas avoir une valeur perçue qui est assez faible et une expertise qui est assez faible, ce qui explique des prix qui sont faibles. Voilà. 2. Stratégie d'alignement. Stratégie d'alignement, tu vas tout simplement mettre tes prix à hauteur des prix de tes concurrents. Donc tu vas demander autant que tes concurrents en demandent pour le même service. Donc là, nos concurrents, ce seraient les personnes qui gèrent les réseaux sociaux pour les entreprises. Nous, on va le proposer au garage. Combien est-ce que ça coûte une personne qui gère les réseaux sociaux d'une entreprise ? Et ben, on va s'aligner sur ces tarifs. Donc on n'est plus dans une dynamique de pénétration, mais dans une dynamique d'alignement. Là, sur l'échelle, tu vas être à peu près ici, bonne expertise, mais une valeur perçue classique. Et ensuite, troisième et dernière stratégie, qui est la stratégie d'écrémage. Stratégie d'écrémage, c'est les stratégies qui sont utilisées par exemple par Louis Vuitton ou par toutes les marques de luxe. C'est-à-dire avoir des prix très très élevés par rapport à la concurrence, par rapport à l'industrie en général, pour se différencier et que ça soit interprété par les prospects comme un gage de qualité. Donc là, tu seras ici, tu vas évoluer dans ce carré-là. Valeur perçue très élevée et expertise, qui commence à être élevée aussi. Tu vois qu'il y a des petites flèches entre chacune des étapes. Pourquoi ? Parce que je te recommande sincèrement, et j'ai fait l'exercice avec mes entreprises, mes 2 entreprises, mais aussi avec les entreprises des centaines de personnes qu'on a en incubation au charbon, de commencer par l'étape numéro 1, stratégie de pénétration, des prix qui sont faibles et évoluer dans ce carré-là, à passer à une stratégie d'alignement, c'est-à-dire des prix, une fois que tu auras fait un peu ton trou, que tu auras commencé à gagner de l'argent, que tu auras vendu un peu tes services ou ton produit. À passer une stratégie d'alignement vers là, je vais enlever ça. Et ensuite, troisième étape, une fois que tu seras vraiment implanté, que tu auras vraiment fait un tour du marché, que tu connaîtras bien ton métier, que tu seras plutôt bon en expertise, à passer à une stratégie d'écrémage et donc à évoluer dans ce carré ici, présent. Voilà, je pense que tu as compris comment choisir ton positionnement. La réponse est ici, stratégie de pénétration. Ok, prends des prix et des coûts, choisis tes prix le plus faibles possible. Plus tes prix sont faibles, plus tu auras de facilité à vendre. Donc voilà, et puis ensuite tu augmenteras encore une fois. Mais cette petite carte, elle est pas mal et tu devrais faire l'exercice de travailler sur cette carte pour savoir comment tu vas positionner tes services. Si on reprend notre exemple de garage automobile, de gestion de réseaux sociaux pour les garages automobiles, et tu peux jouer, tu peux te situer par rapport à la concurrence, et c'est plutôt sympa comme exercice. Point numéro 6, étape numéro 6, et là on voit une photo du tonton Alex Hormozy. Si tu ne connais pas, c'est un entrepreneur américain qui est pour moi l'un des meilleurs en ce moment en termes de valeur délivrée sur les réseaux sociaux, et je me suis pas mal inspiré de lui pour te faire cette slide-là. L'étape numéro 6, ça va être de créer tes offres. Tu connais ta niche, tu connais le service que tu vas proposer, tu connais entre guillemets la stratégie de positionnement que tu vas adapter. J'espère que tu vas me suivre et si c'est les débuts, tu vas utiliser une stratégie de pénétration, prix pas cher, il va falloir que tu crées tes offres. Alors une offre de base, une offre classique, c'est ça, c'est un service que tu as choisi, plus une quantité, plus un prix. Je vais vous créer 10 posts pour vos réseaux sociaux par mois et ça va vous coûter 500 €. Ça, c'est une offre classique que tu vas aller proposer au garage. Mais le but, c'est qu'une fois que tu connais les services que tu vas délivrer, que tu as tout validé, tu proposes une offre qui soit irrésistible. Et les éléments que je vais te montrer sont issus d'un livre qui s'appelle 100 Million Offers, tu m'excuseras pour l'accent anglais, de ce monsieur, Alex Hormozy, dans lequel il explique ce qu'il faut rajouter, donc les éléments à rajouter pour constituer une offre irrésistible. Ce qui fait que lorsque tu vas proposer tes services au garage automobile, ça va être une offre irrésistible et ils vont se dire « Ah ouais, il faut absolument que je passe par lui parce que autant il est pas cher, mais en plus de ça, son offre est irrésistible. » Et quels sont ces éléments-là ? Je te les ai ajoutés ici. Promesse plus USP, donc c'est Unique Selling Proposition, mais on va revenir dessus, plus garantie, plus urgence, plus rareté. Donc tu dois ajouter à ça, service, quantité, prix, tu dois ajouter ces 5 éléments-là, on va les voir un par un.
La promesse, c'est tout simplement ce que tu vas promettre grâce à ton service. Je vais faire exploser la visibilité de votre garage et je vais vous ramener pas mal de clients grâce au contenu que je vais poster sur les réseaux sociaux de votre garage. Promesse. Alors c'est n'importe quoi, mais c'est une phrase qui résume ce que tu vas faire. Moi, je te l'invente là sur le moment. Ensuite, Unique Selling Proposition. Et tu vois, l'Unique Selling Proposition, je vais zoomer comme ça, tu verras. Hop. C'est l'étape entre ces trois éléments-là qui sont les clients idéaux, quels avantages offres-tu à tes clients et qu'est-ce qui rend ton offre unique. Ça, c'est l'Unique Selling Proposition. C'est un peu comme la promesse, sauf que tu vas un peu plus loin. C'est important d'en avoir une pour l'ajouter à ton offre. Ensuite, la garantie. La garantie, c'est tout simplement pour dérisquer l'affaire. Donc au début, tu vas commencer et ça va être compliqué pour toi de vendre. Il faut que tu dérisques un maximum la prise de décision de tes clients. Et comment faire ça ? En ajoutant une garantie. Par exemple, je sais pas moi, j'ai des élèves, des apprenants dans le charbon qui ont fait des garanties. Alors ils vendaient, encore pour reprendre l'exemple, des contenus sur les réseaux sociaux. Si on n'atteint pas 1 million de vues, je travaille gratuitement jusqu'à ce qu'on atteigne 1 million de vues. Voilà, ça c'est une garantie. Si on n'atteint pas 1 million de vues, je vous rembourse la totalité de la prestation. Ça, c'en est une autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les garanties dérisquent en fait la prise de décision de ton interlocuteur et lui permettent de se projeter dans le sens où s'il y a une garantie, il est garanti de ne rien perdre. Tu vois, parce que les gens, pourquoi ils payent ? C'est parce ils savent que ça va avoir des résultats, ou alors s'ils ne payent pas, c'est parce qu'ils ont peur que ça n'ait pas de résultats. Si tu leur garantis quelque chose, garantis des résultats, ils vont se projeter, ils vont pouvoir payer. L'urgence, c'est tout simplement le fait que la décision doit être pressée. Je ne sais pas si tu connais le FOMO, F-O-M-O, ça s'utilise beaucoup en finance et dans les crypto-monnaies. Fear of missing out, et ça veut dire en fait que les humains quand ils sont pressés, quand ils sont un peu oppressés, qu'il leur faut peu de temps pour réfléchir, qu'ils ont peu de temps pour réfléchir, ils prennent des décisions rapides. Et c'est cet élément-là que tu dois ajouter à ton offre. Tu dois ajouter de l'urgence, du FOMO, pour que tes prospects prennent leurs décisions rapidement. Par exemple, je vous fais une offre, mais la garantie n'est disponible que pendant 48 heures. Donc si vous payez sous les 48 heures, vous aurez la garantie, sinon vous ne l'aurez pas. Ça, c'est un élément d'urgence. Et le dernier élément, ça va être un élément de rareté. L'élément de rareté, il faut que ça soit véridique, il faut que ça soit vrai, il ne faut pas inventer quelque chose, mais il faut que ton offre soit rare. Par exemple, nous, dans le charbon, dont je te parlerai à la fin, on accompagne uniquement une vingtaine, on a à peu près 20 personnes qu'on accompagne par mois, grand maximum. C'est-à-dire que le 25e ou le 26e qui postule au charbon et qui veut nous rejoindre, malheureusement, il ne peut pas nous rejoindre parce qu'on est limité à 20, 21 apprenants par mois, selon les mois. Ça, c'est de la rareté. Il faut ajouter un élément de rareté à ton offre. Et tu peux aussi, et ça c'est Alex Hormozy qui le dit souvent, ajouter des bonus à ton offre. Donc, par exemple, voilà, je propose 10 contenus par mois, plus je vais vous faire 5 stories par mois. Voilà, ça c'est un bonus que tu ne fais pas payer en fait. Plus je vais répondre à 10 DM par mois. Ça c'est des bonus que tu ne fais pas payer, qui ajoutent de la valeur à ton offre, qui font en sorte que, c'est ce que dit Hormozy, tes prospects se sentiraient bêtes de refuser l'offre tellement elle est irrésistible. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur l'offre et je pense que tu as de quoi faire une belle offre. Vérifie que ces éléments-là soient présents dans chacune des offres que tu fais. Et je peux te dire qu'avec tout ce qu'on a fait et les étapes d'avant, tu auras de quoi faire pas mal d'argent. L'étape numéro 7, ça va être prospect. Prospect, donc va chercher des clients, va discuter avec les gens pour aller leur vendre tes services. Forcément, si tu vends à des garages, il va falloir aller prospecter des garages pour leur vendre quelque chose. Je t'ai mis un petit guide de la prospection qui est en description. C'est un guide qu'on a réalisé, qui est un PDF qui fait plusieurs pages, qui m'a permis à moi, avec mon agence Horus, mon agence de communication, d'aller attraper des grands groupes comme Amazon, Nexity, La Poste, Mythique, etc. Grâce à une petite guide de la prospection, donc comment aller discuter avec ces gens-là, comment leur envoyer un message, par quel canal, etc. Et je vais aussi t'expliquer un petit cheminement de comment est-ce que tu peux faire pour automatiser, entre guillemets, ta prospection et aller discuter avec un maximum de monde pour leur présenter ton offre irrésistible, qu'on vient de voir ici, pour te faire gagner de l'argent et rentrer des sous. Et en l'occurrence, te faire sortir de la misère, comme le dit le titre de cette vidéo. L'étape numéro 1, ça va être le ciblage, c'est-à-dire que tu vas cibler les personnes qui correspondent à tes prospects, qu'on a identifiés dans la niche, dans l'étape numéro 3 de cette vidéo, la niche.
Et tu vas aller les segmenter, les cibler. Tu vas faire ça avec un outil dont il y a le logo juste ici qui s'appelle Sales Navigator. Et cet outil, d'ailleurs je vais faire ça. Hop. Et cet outil, il est là, c'est le logo qui est ici, pour aller extraire toutes les données des personnes qui sont présentes sur LinkedIn que tu vas pouvoir cibler et segmenter. Par exemple, pour les garages, tu taperas dans Sales Navigator garage et ça va te sortir toutes les personnes qui travaillent dans un garage. Tu peux choisir en France, en Europe, etc. Bref, tu peux soit cibler en fait tes cibles et les segmenter comme ça. Ça va te fournir un fichier. Ce fichier, tu vas l'extraire. Ça va être l'étape numéro 2 que tu vas réaliser avec un outil qui s'appelle Phantom Buster. Alors là, c'est une liste non exhaustive des outils. Il y a plein d'autres outils qui remplacent les outils que je vous présente, mais je vous en présente juste un par étape pour que vous les ayez. L'étape d'extraction, Phantom Buster va en fait prendre le fichier que LinkedIn Sales Navigator va lui donner avec toutes tes cibles, va l'extraire et va te le mettre sous un format Excel que tu vas pouvoir utiliser. À l'étape 3, justement, qui est ici, l'étape d'enrichissement. Le fichier Excel qu'aura extrait Phantom Buster de ton étape numéro 1, tu vas le mettre dans cet outil-là qui s'appelle Drop Contact, qui va te vérifier si tes adresses email que tu as extraits sont bons, si les numéros que tu as extraits sont bons, pour pouvoir avoir une base de données solide et les contacter pour qu'il n'y ait pas trop d'erreurs. Et ensuite, l'étape numéro 4 que tu vas réaliser avec cet outil qui s'appelle Lemlist, qui est le leader des mails dans le monde. Tu vas prendre ce fichier Excel qui a été nettoyé, enrichi par Drop Contact, qui vient de Sales Navigator selon tes recherches, et tu vas le mettre dans Lemlist pour créer des séquences mail qui vont te permettre de contacter des centaines de personnes à la fois et de leur proposer ton offre. Et c'est pour ça que ce guide de la prospection il est hyper intéressant, puisqu'en fait, il détaille bien évidemment ces 4 étapes-là, et ça te dit en fait quel message envoyer, à quel moment, sur quelle plateforme. Avec Lemlist notamment, il y a toute une séquence mail qui est détaillée, donc c'est un outil qui est pas mal et que tu peux télécharger directement dans la description. Je te mettrai un lien. Mais voici la 7e étape, prospecter, parce que oui, il va falloir mettre ton offre devant les yeux de certaines personnes et de tes prospects en l'occurrence pour qu'ils payent un jour et pour que tu gagnes de l'argent. Voilà, je t'ai mis aussi un petit schéma bonus. Alors là, je te laisserai mettre pause. Je vais pas forcément passer énormément dessus. Mais ça, c'est les canaux que nous, on a privilégiés avec mon agence de communication qui ont hyper bien marché. Que ce soit en inbound ou en outbound. Donc inbound, c'est pour faire venir les gens à toi. Et outbound, c'est la prospection. Donc les canaux à privilégier qui, nous, ont eu le meilleur résultat pour nous. Ça a été appeler les gens en call calling, LinkedIn, l'emailing que je viens de t'expliquer ici avec ces 4 étapes-là. Et en dernier, les événements qu'on a organisés qui nous ont rapporté pas mal de monde. Bref, je te laisserai screen ça peut être intéressant pour toi à utiliser. C'était un petit bonus. L'étape numéro 8, créer du contenu. Les gens ne se rendent pas compte, mais le personal branding en 2024 est synonyme de richesse et je pèse mes mots. Honnêtement, si tu as un personal branding qui est fort en 2024, tu vas devenir riche puisqu'aujourd'hui, ce qui se monétise, c'est l'attention des gens. Et si tu as un fort personal branding, si les gens te connaissent, que tu as une marque forte, crois-moi, tu vas accumuler de la richesse, tu auras des opportunités financières et autres. Pour ça, il y a un outil qu'on a et que très peu de personnes utilisent, c'est LinkedIn, que j'ai appelé ici le cheat code de la décennie. Donc dans cette étape numéro 8, ce que je vais te demander, c'est de créer du contenu. Certes, tu vas aller parler à des gens, prospecter, mettre ton offre devant leurs yeux, mais il faut aussi que tu crées du contenu pour que justement tu crées ce personal branding, que tu parles de toi. Pourquoi c'est le cheat code de la décennie? Sur LinkedIn, il y a à peu près 1 ou 2% des personnes qui utilisent LinkedIn qui publient sur LinkedIn. Il y a 26 millions d'utilisateurs de LinkedIn en France. C'est un réseau social professionnel, ce qui veut dire qu'il y a quasiment la moitié de la France qui est sur LinkedIn pour réseauter professionnellement. Et il y a seulement 2% de ces 26 millions de personnes qui publient du contenu. Donc il y a seulement 2% de ces 26 millions de personnes qui sont visibles sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu prends LinkedIn et que tu publies régulièrement sur LinkedIn, tu fais partie du top 2% des gens les plus visibles sur LinkedIn. Voilà, je pense que j'ai été clair. Si tu n'as pas compris ça, si tu ne comprends pas l'enjeu et l'opportunité que ça représente, je ne sais pas quoi te dire. Prends ton ordinateur, ton téléphone, publie sur LinkedIn, raconte ce que tu fais, raconte ton offre, raconte tous les éléments qu'on a vus ici, explique, documente, parle de toi, de ta personne, de tes difficultés. Je sais que c'est un exercice difficile, mais ça fait la différence. Moi, j'ai explosé grâce à LinkedIn. Horus, mon agence, a explosé grâce à LinkedIn. Et les personnes que je t'ai montrées aussi avant, qu'on a accompagnées dans le charbon, ont explosé sur LinkedIn. Et je te parle pas des centaines de milliers de personnes qui, grâce à LinkedIn, font du business et arrivent à vendre quelque chose et à se sortir de la merde.
Donc c'est le cheat code de la décennie. Je te donne une petite clé juste ici. Pour moi, la clé sur LinkedIn, c'est de publier 5 fois par semaine. Et je te parle de LinkedIn et pas d'autres réseaux sociaux parce que LinkedIn est un réseau social professionnel et donc toutes les personnes qui vont regarder tes posts sont là dans une démarche professionnelle et pourront t'acheter potentiellement et sont tous des prospects. Ces 5 axes, je te propose 5 posts par semaine, c'est un rythme qui est énorme et si tu arrives à le tenir, franchement, tu auras tes résultats de fou. Et je te propose 4 axes. Documentation, donc là, ça va être documenter un peu ton aventure, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu prends ces décisions-là. Ressources, ça va être donner des ressources que tu utilises. Par exemple, moi, je t'ai donné ici le guide de la prospection sur LinkedIn. C'est des choses qui marchent très très bien, de donner des ressources que tu as créées pour aider les gens. Story personnelle, ça peut être des posts sur ton histoire, des choses qui te sont arrivées, des rencontres que tu as faites, etc. C'est plus une case d'inspiration. Et enfin, éducation. Éducation, ça va être tout simplement apprendre des choses à ta cible. Donc par exemple, si on reprend notre exemple de garagiste, apprends-leur des choses sur comment utiliser les réseaux sociaux quand on est garagiste, par exemple. Ça peut être des super posts éducatifs. Éducation, c'est un peu le format que je suis en train de faire actuellement, où j'éduque les gens qui ont envie de m'écouter et qui ont envie de progresser. Donc avec ces 4 piliers-là, honnêtement, et si tu publies 5 fois par semaine, honnêtement, tu verras, le changement sera radical. Tu te créeras un personal branding et la richesse te tendra les bras. Vraiment, je pèse mes mots quand je dis ça. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je te fais un petit concept, là, je t'explique un petit concept. Ce concept, c'est donne et tu recevras. J'en ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne YouTube principale. En fait, plus tu donnes aux gens, donc plus tu parles, plus tu publies sur LinkedIn et plus tu partages de la valeur avec ces 4 piliers-là, plus les gens vont te le redonner. Il y a un biais que j'ai découvert dans ce livre qui s'appelle Influence et manipulation, qui est un classique de Robert Cialdini, dans lequel il nous dit qu'il existe le biais de la réciprocité et que chaque humain est touché par ce biais de réciprocité. Quand on nous donne quelque chose, implicitement, on va avoir envie de rendre l'appareil à la personne qui nous a donné quelque chose. Et ce qui se passe, c'est que grâce à LinkedIn, quand tu publies du contenu, c'est comme si tu faisais un cadeau, que tu donnais quelque chose à des centaines de personnes, voire des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Et si tu publies tous les jours sur LinkedIn, ce nombre, il augmente. Et en fait, toutes ces personnes-là à qui tu donnes des cadeaux à travers tes posts, à travers à travers tes histoires, à travers les ressources, à travers la documentation, à travers l'éducation, ces gens-là, un jour, ils vont te le redonner. C'est exactement ce que je fais lorsque je fais une vidéo qui me prend 1 heure aujourd'hui. J'essaye de vous donner un maximum de valeur pour qu'un jour, potentiellement, vous puissiez me le redonner, notamment en rejoignant notre incubateur Le Charbon si vous êtes prêt, ou en vous lançant, ou en me proposant quelque chose, un business, une collaboration, bref, que vous me le redonniez quelque part. Alors je le fais pas en termes de manipulation, mais je sais que tous les efforts que je fais pour créer du contenu depuis 3 ans, un jour vont m'être redonnés. Et ça a déjà été le cas des centaines de fois, ce qui fait que j'en suis arrivé là aujourd'hui dans mon aventure entrepreneuriale. Et des fois, le fait que ce groupe de personnes à qui tu as fait des cadeaux via ton contenu te redonnent, ils te redonnent sous forme financière. Et ensuite, ils achètent tes conseils, ils achètent tes services, ils achètent tes produits. Si tu cibles les garagistes, si tu arrives à donner des cadeaux, entre guillemets, avec ton contenu, avec tous ces garagistes, à un moment donné, ces garagistes, ils vont te payer pour être accompagnés par toi, tellement tu leur auras donné de valeur. Voilà, important que j'explique ce concept qui pour moi est l'un des concepts à comprendre lorsqu'on veut faire du business et qu'on veut faire de l'argent. Donc voilà, et l'étape numéro 9 qui est la dernière étape mais pas des moindres, il va falloir que tu vendes. Là, je t'ai expliqué ces 2 points-là, ok, l'outbound, avec le point numéro 7, prospecter, c'est ce qu'on appelle l'outbound. Aller chercher des gens pour leur vendre des trucs, avec toutes les techniques que je t'ai montrées, les 4 étapes, etc. Ça, c'est de l'outbound. L'outbound, ça va te générer des rendez-vous clients. Tu vas proposer ton offre à des gens et tu vas leur proposer de te parler sous forme de rendez-vous. Mais tu as aussi l'inbound que je t'ai parlé au point numéro 8. Juste ici, grâce à ton contenu, des gens vont entendre parler de toi et donc vont vouloir prendre rendez-vous avec toi aussi. Cette prise de rendez-vous, elle marque le début du cycle de vente. Ton cycle de vente démarre à cette prise de rendez-vous. Tu attrapes les clients par ces 2 manières-là qui sont le point 7 et le point numéro 8. Et ensuite, tu vas devoir les rentrer dans un cycle client. Ce cycle client, il est assez simple. Tu vas avoir ton rendez-vous client et tu vas leur proposer tes offres. Ok ? Sur tes offres, tu vas avoir un feedback. Donc ce feedback, il peut être positif ou négatif. Client qui paye, donc là, tu rentres des sous. Client qui paye pas et il t'explique pourquoi il n'a pas payé. Dans tous les cas, tu as des feedbacks, donc des retours sur ce que tu proposes. Ces feedbacks-là, tu vas les implémenter dans l'amélioration de tes offres, de tout ce que tu es en train de faire, de ce que tu vends, de tes services et tout ça. C'est ce qu'on va appeler l'itération.
Donc ce feedback va servir à nourrir cette itération, c'est-à-dire la modification de ce que tu es en train de faire. Et puis on va retourner au rendez-vous client que tu vas prendre de manière plus confiante vu que tu auras itéré en fonction des feedbacks que tu as reçus. Et ça, c'est un cycle qu'il faut absolument respecter qui permettra à la fin d'avoir des rendez-vous clients qui se passent hyper bien puisque avec tous les feedbacks que tu auras récoltés, tu connaîtras toutes les objections et tout ce qu'on va te demander et tu pourras répondre aux besoins sur le bout des doigts des personnes qui viennent à travers l'outbound et l'inbound. Donc voilà pour les 9 étapes. J'ai été vite sur la fin, mais je pense que c'est déjà assez long comme vidéo et de toute façon, je peux pas détailler ça pendant 4 heures parce qu'il faudrait que je rentre dans les points hyper précisément et j'en aurai pour très longtemps. On reste quand même sur YouTube, il faut que ça fasse à peu près 1 heure maximum, sinon les gens commencent à s'ennuyer. En tout cas, si tu es encore là, c'est que tu es très très fort ou très très forte, très concentré, ce qui fait plaisir. Je voulais quand même te parler du charbon, parce que oui, bah forcément, je te l'ai expliqué, je donne, mais à un moment donné, il faut que je récupère, entre guillemets, donc il faut que je mette la lumière sur mon dernier projet dont je suis très fier. C'est le projet qui a permis d'accompagner, comme je te l'ai expliqué au tout début, ces 4 personnes-là, qui sont des agences qu'on a accompagnées. Donc, je vais te parler un peu du charbon 5 minutes, et puis on en discutera plus en détail si ça t'intéresse. Le charbon, c'est tout simplement l'incubateur d'agence que j'ai créé maintenant il y a 6 mois. L'objectif, c'est de devenir le Clairefontaine des agences, si tu connais un peu Clairefontaine dans le foot. Tout simplement de devenir l'organisme formateur pour les prestataires de services, donc pour les personnes qui vendent des services, soit en agence, soit en freelance. Aujourd'hui, on a plus de 300 incubés, on a un réseau de 20 experts intervenants, c'est-à-dire qu'on a des intervenants qui interviennent pour venir coacher nos incubés. Donc tu vois ici Florent, Hugo, Mathis qu'on accompagne personnellement. On a plus de 150 heures de contenu parce que oui, le charbon, c'est de l'accompagnement, c'est du coaching, c'est des appels, c'est plein de choses, mais c'est surtout 150 heures de contenu sur une base commune de formation en ligne avec les 20 intervenants qui interviennent. C'est des sponsors et partenaires qui sont des très très grosses entreprises, donc ça te confirme en fait le sérieux du charbon, puisque ces entreprises-là n'oseraient pas s'associer à nous si on était des vieux vendeurs de formation pourris. Abi, Legal Place et Folk. Donc tu vois, il y a d'autres partenaires qui arrivent très vite au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et truc qui est très important pour toi, c'est que le chiffre d'affaires cumulé des agences qu'on a incubées ou des personnes qu'on a incubées, il est supérieur à 550 000 euros depuis qu'on les accompagne. Donc en fait, on a généré 550 000 euros de chiffre d'affaires avec les personnes qu'on a incubées. Et ça, c'est une énorme fierté pour nous. L'incubateur, il comporte énormément de choses, notamment ces 9 points dans lesquels on va vraiment en détail. Il y a des heures et des heures et des heures de contenu sur ces 9 points. Il y a des accompagnements, il y a des coachings qui sont faits sur chaque petit point de ces 9 étapes. Cette vidéo, c'est simplement un grand plan d'action qui peut t'aiguiller, qui peut te servir de direction, mais ce n'est pas du tout les détails qu'il y a dans Charbon. Dans Charbon, on va vraiment, vraiment très, très loin. Donc, si ça t'intéresse, ce que je te propose, c'est de regarder dans la description. Encore une fois, il y a un lien qui va t'emmener vers soit le site internet du Charbon qui va te présenter tout ça plus en détail, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Ou alors un lien vers un appel de sélection qui est effectué avec l'un des 3 entre guillemets cofondateurs du Charbon, qui s'appelle Jean-Eudes, qui se charge de sélectionner toutes les personnes qui accèdent à l'incubation Le Charbon, parce que oui, on sélectionne les profils avec lesquels on travaille, étant donné qu'il y a tellement de contenu, il y a de l'accompagnement personnalisé, on ne peut pas le faire pour tout le monde. Donc ça passe par des appels de sélection pour pouvoir rentrer dans l'incubateur ou pour au moins discuter avec Jean-Eudes d'un potentiel accompagnement. On accompagne les personnes qui sont à 0, donc qui ont simplement une idée, qui partent de 0 avec l'étape 1 qu'on a vu tout à l'heure. Comme on accompagne les personnes qui sont déjà prestataires de services ou agences qui sont à plus de 10 ou à plus de 15 ou à plus de 20 cas par mois, il n'y a aucun problème, on l'a fait à maintes et maintes reprises, donc peu importe ta situation, on peut potentiellement travailler ensemble sous réserve que le projet fit bien et qu'on ait encore des places d'incubation. Voilà. Je pense que c'est tout. J'ai fait ma petite promotion sur le charbon. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin parce que je sais qu'elle a dû être un peu chiante à certains moments vu qu'elle est très technique et ce type de contenu ne se fait pas trop sur YouTube. Donc voilà, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé, ce que t'aimerais améliorer et si tu veux d'autres ressources parce que je pourrais les mettre directement. Et puis nous, on se dit à très très vite à une prochaine vidéo. Et puis j'essaierai de faire une autre masterclass comme ça avec autant de valeur. Allez, à plus.